On entend beaucoup, et c'est peut-être le cas dans vos entreprises aussi, parler de la culture centrée client, qu'il faut être customer centric. Et en fait, on voit que dans la pratique, c'est parfois assez éloigné de la théorie. Et donc l'idée, c'est d'essayer ce soir de vous donner des outils, des méthodes et surtout des exemples concrets pour que si vous le souhaitez et que vous estimez que c'est pertinent, et on va essayer de vous montrer que c'est le cas, vous puissiez rapidement installer, implémenter tout ou partie d'une boucle de feedback client dans votre entreprise au service de l'amélioration de votre produit. Donc pourquoi c'est important la feedback loop? C'est parce que en fait ça va être pour vous un axe vraiment différenciant à la fois au niveau de l'entreprise mais aussi dans le produit et dans le développement produit. Et je trouve que cette phrase de Jack Welch, qui est l'ancien CEO de General Electric, résume bien la chose, parce qu'il dit qu'il y a en fait deux façons d'être vraiment différenciant sur son marché, donc à la fois au niveau de l'entreprise ou du produit. La première, c'est d'être capable d'apprendre plus vite que ses concurrents sur ses clients et sur son marché. Et la seconde chose, c'est d'être capable de transcrire rapidement ce qu'on apprend sur ses clients en améliorant l'expérience pour eux et donc en améliorant en fait son produit. Je vous propose de faire juste un petit sondage. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux dans la salle qui sont product managers ou qui travaillent en produit? Ok, gardez la main levée. Et ceux qui parlent au moins une fois à leurs clients par mois? Au moins une fois par semaine? Ah, c'est pas mal. Tous les jours? Ok. Et bien rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls, en tout cas pour ceux qui ne parlent pas suffisamment à leurs clients. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que bien que le feedback soit la première source d'inspiration quand on veut améliorer son produit, quand on cherche des idées d'amélioration pour sa roadmap, en fait, l'interaction avec les clients pour les product managers, ça arrive relativement tard dans la liste des priorités et dans la liste des activités. Donc pour la plupart d'entre vous, vous ne parlez pas à vos clients tous les jours, mais pour autant, je suis sûr que vos clients, enfin dans la majorité des cas, sans doute, vous parlent, eux, quasiment tous les jours. L'idée, c'est de comprendre comment on peut utiliser cette information et comment on peut maximiser justement le volume d'informations qu'on va chercher, de feedback donc, pour justement améliorer son produit et utiliser ça comme source d'inspiration dans sa roadmap. Si on prend un peu de hauteur, le problème est, on peut dire même un peu plus grave, parce que on a près de la moitié en fait des entreprises, c'est une étude qui a été faite par HubSpot, qui n'écoutent pas leurs clients, c'est-à-dire qui ne vont pas en fait aller chercher justement des retours, du feedback auprès de leurs clients. Donc c'est un chiffre qui est quand même assez important, et ça montre aussi là que, comme le dit Jack Welch, écouter ses clients et mettre en place un process qui permet de systématiser justement l'apprentissage auprès de ses clients, c'est un vrai facteur différenciant pour votre produit et pour votre entreprise. Et ce qu'on voit en fait, c'est que les entreprises qui réussissent très bien, c'est justement des entreprises qui réussissent à mettre en place ce process de feedback loop. Donc pourquoi les entreprises écoutent peu leurs clients et pourquoi on a ce problème? Parce qu'au début, quand on est une petite équipe, on est assez proche forcément de ses premiers clients et de ses premiers utilisateurs. Mais plus on grandit, plus on a de clients, plus l'entreprise grossit, plus on va avoir en fait entre les clients et le produit un certain nombre de proxys et un certain nombre de barrières qui fait que le produit justement s'éloigne des clients et du coup des feedbacks qu'il peut aller chercher auprès de ses clients. Et ces feedbacks, ils vont souvent aller se perdre dans ces proxys-là, c'est-à-dire auprès d'équipes par exemple support, auprès d'équipes de vendeurs, et ils ne vont pas remonter vers le produit. Donc la feedback loop, c'est une façon de résoudre justement ce problème, et on peut le définir de la façon suivante, c'est un processus d'apprentissage continu qui permet d'aller collecter des inputs, donc des feedbacks en l'occurrence auprès de ses utilisateurs, et de s'en servir pour l'amélioration produit, se servir pour prendre les bonnes décisions pour sa roadmap. Donc l'idée, c'est pas que la roadmap soit dictée par les feedbacks, pas du tout, et Estelle en parlera tout à l'heure, c'est de pouvoir s'en servir comme source d'inspiration et comme input. Donc, ce dont on voulait parler ce soir, c'est quatre grosses étapes qui permettent de mettre en place justement une feedback loop. La première étape, c'est systématiser et structurer la collecte des feedbacks auprès de vos clients, auprès de vos utilisateurs. La seconde, c'est construire à partir de ça une base de connaissances sur vos utilisateurs, donc une base de connaissances à partir de leurs feedbacks. Troisième étape, c'est utiliser ça pour justement influencer la roadmap du produit et prendre les bonnes décisions. Et la dernière étape, qui est souvent assez négligée et pour autant qui a beaucoup d'impact, c'est être capable de fermer la boucle du feedback avec ses clients, c'est-à-dire d'assurer un suivi en fait sur ce qui vient du client,
depuis le moment où ça arrive au produit jusqu'au moment où potentiellement la fonctionnalité va être développée. Et on verra tout à l'heure un peu plus en détail pourquoi en fait c'est assez critique. Donc la première chose, c'est systématiser la collecte du feedback. Et il y a en gros 4 dimensions sur ce point-là. La première, c'est quand est-ce qu'on va collecter du feedback. Donc en fait, il y a différentes phases dans le cycle d'usage de votre produit par vos clients ou vos utilisateurs. Et souvent, on va négliger une de ces phases, ou en tout cas, on ne va pas faire l'effort d'aller collecter de l'information, du feedback sur chacune de ces différentes phases. Et on va se concentrer en général assez naturellement sur ce qu'on peut appeler la phase d'adoption, c'est-à-dire la phase où j'ai des utilisateurs, des clients qui connaissent mon produit, ils l'utilisent, et j'ai envie de savoir en fait comment ils l'utilisent, quelle valeur ils en tirent. Mais ce n'est pas la seule phase qui compte. Il y a d'autres phases et d'autres interactions que vos utilisateurs ont avec votre produit. Il y a une phase qu'on pourrait appeler marketing, où là, l'utilisateur, le client n'a pas forcément encore utilisé votre produit, il connaît votre proposition de valeur, il connaît votre site internet par exemple, il a parlé peut-être avec des personnes de vos équipes. Mais c'est aussi un moment important pour aller chercher du feedback, en particulier sur ce qu'on peut appeler du product marketing, c'est-à-dire comment mon produit et mes fonctionnalités et comment je le présente est en accord en fait avec justement mon discours commercial et comment les deux sont cohérents. Et ça, c'est important, par exemple, d'aller collecter du feedback pour comprendre quelle est la proposition de valeur qui intéresse mes clients. Et ça, c'est important derrière pour la roadmap produit. La seconde phase, c'est la phase qu'on peut appeler d'onboarding, qui aussi est trop souvent négligée. Et en fait, ce qui peut se passer dans cette phase d'onboarding, c'est qu'on va perdre des utilisateurs. Et justement, ces utilisateurs qu'on va perdre, c'est aussi une source très intéressante d'informations pour comprendre qu'est-ce qui se passe mal sur les premières étapes d'utilisation de mon produit et qu'est-ce que je peux améliorer pour ramener mon client le plus rapidement possible à ce qu'on peut appeler le aha moment, c'est-à-dire le moment où l'utilisateur comprend la valeur du produit. Pas le moment où il a bénéficié forcément de cette valeur, mais en tout cas le moment où il la comprend. La phase d'adoption, on en a parlé, et la dernière phase qui est très utile pour aller collecter des retours, c'est la phase qu'on peut appeler la phase churn. Donc c'est l'utilisateur a quitté votre produit ou votre client n'est plus un client. Et c'est comprendre pourquoi justement le client a quitté le produit, quelles sont les frustrations, qu'est-ce qui manque éventuellement dans le produit pour répondre aux besoins. Et c'est aussi là une phase qui est assez souvent négligée et qui pour autant est très importante. C'est corrélé en fait ces différentes phases et pourquoi c'est essentiel d'aller collecter du feedback sur ces différents moments, c'est que c'est corrélé avec des objectifs qui sont un peu plus globaux et qui sont des objectifs qui peuvent être liés à votre stratégie d'entreprise, à votre business, des objectifs par exemple d'acquisition, d'activation, de revenus. Donc c'est collecter du feedback dans mon produit auprès d'utilisateurs actifs pour comprendre comment je peux peut-être les mettre... en tirer davantage de revenus, les faire placer sur un plan supérieur, si je suis notamment dans un contexte B2B. Et une phase de rétention qui justement consiste à aller chercher du feedback pour comprendre pourquoi mes utilisateurs abandonnent mon produit. Et donc ça, c'est pour montrer que la feedback loop aussi, c'est pas justement uniquement écouter ce que les utilisateurs disent, c'est en fait utiliser le feedback comme source d'inspiration pour répondre à des objectifs un peu plus globaux qui sont fixés normalement au niveau de la stratégie d'entreprise. Et donc, selon l'objectif de votre produit ou de votre entreprise à un instant T, vous allez aussi pouvoir davantage collecter des retours sur une de ces phases plutôt que sur l'autre et vous concentrer donc sur la phase et sur l'objectif qui est important pour vous. Donc ça, c'est un exemple de ce que nous, on fait par exemple chez Harvester sur la phase onboarding, où on va aller en fait chercher des informations pour savoir qu'est-ce qui se passe quand un utilisateur rate l'onboarding. Donc rater l'onboarding chez nous, ça veut dire quelque chose de bien particulier. Et donc sur quand aller collecter du feedback justement, l'idée c'est pas forcément quand en termes de durée, donc c'est pas je me suis inscrit plus 2 semaines, plus 1 mois, parce que sur cette période-là et selon l'utilisateur, il peut s'être passé plein de choses différentes. C'est plutôt quand en termes d'événements et en termes d'actions que l'utilisateur a pris dans le produit. Et en fait, quand on fait ça, quand on segmente à ce niveau-là, c'est beaucoup plus pertinent. Donc nous, d'une part, on le segmente et en plus, on l'a automatisé. Et ce qui se passe, c'est que un utilisateur qui a raté l'onboarding, c'est-à-dire qui n'a pas fait un certain nombre d'actions dans notre produit, d'où le peu utilisé, après une certaine période aussi, on va aller le contacter automatiquement pour lui demander un feedback ouvert sur qu'est-ce qui s'est mal passé. Et le fait de faire ça de façon ciblée et au bon moment, ça nous permet d'augmenter en fait le taux de réponse qu'on va avoir.
parce que l'utilisateur ne reçoit pas une demande avec un questionnaire qui fait 30 questions. Non, il reçoit une demande à un moment bien particulier où il est capable d'apporter une réponse et d'apporter de la valeur. Et donc, ça nous permet, en automatisant ça, donc nous on utilise une solution qui s'appelle Intercom pour automatiser ça, ça nous permet de recevoir très régulièrement, parce qu'on a un bon taux d'ouverture sur ce mail-là, de recevoir ce genre de réponse directement, moi en l'occurrence dans ma boîte mail, où j'ai là 3 informations qui, moi, sont très utiles pour améliorer mon onboarding et qui m'apprennent en fait énormément de choses. Est-ce que jusque-là, il y a des questions éventuellement? Du coup, c'était pas vraiment un mail, c'était un message sur Intercom. Non, ça c'est un mail en l'occurrence. Intercom, on l'utilise aussi via le chat, mais ça c'est un mail. Et pourquoi le mail? Je vais parler justement des canaux, c'est parce que là en fait c'est un utilisateur ou des utilisateurs en tout cas qui ont raté l'onboarding, donc qui sont plus dans le produit. Et c'est pour ça qu'on va choisir le canal mail, parce que c'est là qu'on a le plus de chances de les atteindre. Ouais. C'est quoi le taux de réponse à ce mail? Je vais en parler juste après. Au début, on était à un peu moins de 10% et là, on est passé à un peu plus de 20%. Ce qui est plutôt pas mal parce que, comme dit, c'est automatisé. Nous, on reçoit ces réponses directement dans notre boîte mail et on apprend et on améliore l'onboarding avec ça. Donc la deuxième dimension sur la collecte, c'est le où. Donc il y a différents canaux qui vous permettent de collecter du feedback. Il y a des canaux non sollicités, des canaux sollicités pardon, qui sont des questionnaires, donc envoyer des mails, faire des entretiens utilisateurs, qu'en général les entreprises connaissent bien et sur lesquels on a plutôt tendance naturellement à se concentrer. Et il y a aussi tout un tas de canaux qu'on pourrait dire non sollicités qui justement sont trop souvent laissés de côté. Ce qui se passe, c'est que plus l'entreprise grandit, plus vous avez d'équipes et plus vous allez avoir de feedback qui va arriver en fait dans ces différentes équipes. Donc par exemple au service client, auprès de vendeurs, même auprès d'équipes marketing. Et tous ces feedbacks-là, qui bien souvent sont dormants, sont en fait une véritable mine d'or aussi pour vous, pour améliorer votre produit, d'autant plus que c'est des gens qui, pour la plupart, ont pris l'initiative de faire un retour. Là où sur les canaux qu'on pourrait dire sollicités, c'est vous qui allez aller chercher le feedback. Donc, ne pas négliger ces canaux-là et ces sources de feedback-là qui, bien souvent, du coup, sont dormantes. Ensuite, sur les canaux, le deuxième point, c'est de se concentrer sur les canaux qui vont marcher pour vous, dans votre produit, dans votre industrie, selon la personne et le type de client auquel vous vous adressez. Pourquoi? Ça, justement, la question sur le taux de réponse, c'est que ça permet de maximiser le taux de réponse. Donc, par exemple, l'audience d'Estelle n'est pas la même que la nôtre, donc on ne va pas forcément aller s'adresser et aller chercher du feedback de la même manière et à travers les mêmes canaux. Donc, ce qui est important de faire, c'est aussi de se poser pour réfléchir à quels sont aujourd'hui les canaux que vous utilisez ou par lesquels vous recevez du feedback. Quels sont les canaux les plus pertinents pour votre audience, éventuellement rajouter ces canaux si aujourd'hui ils n'existent pas. Et ensuite, faire un espèce d'audit pour se demander quels sont les canaux sur lesquels on veut se concentrer. Parce que le risque, c'est que justement les canaux se démultiplient, qu'on ait du feedback qui arrive de partout et qui finalement n'est jamais exploité de façon efficace. Donc une démarche qui fonctionne bien, c'est de faire un peu l'état de ces différents canaux, de regarder par exemple quel volume de feedback on reçoit sur tel ou tel canal, est-ce que le feedback il est de qualité ou pas, quel taux de réponse on a à travers tel ou tel canal, et donc à partir de là, ça vous permet ensuite d'optimiser les campagnes que vous allez faire ou la collecte que vous allez faire sur tel ou tel canal. Ensuite, la troisième dimension, c'est le comment, c'est-à-dire comment on va aller formuler un feedback, une question pour aller collecter du feedback auprès de ses utilisateurs. Donc, déjà, c'est raisonner en termes de problèmes, donc ça c'est quelque chose qui est assez standard quand on fait du produit, et Estelle en parlera plus tout à l'heure. C'est comment on va formuler les questions. Ça, c'est une véritable science et il y a de la littérature intéressante à aller chercher là-dessus, et notamment en fait sur ce que font, si vous êtes dans un contexte B2B, ce que font vos équipes commerciales, parce que c'est des gens dont l'objectif est justement d'aller chercher un contact auprès de clients, et
quand ils font des campagnes de mail, par exemple, des campagnes de prospection, ils réfléchissent à la façon dont ils vont collecter de l'information auprès des clients. Et c'est une démarche qui peut être transposée aussi quand on fait du produit et qu'on veut aller chercher du feedback. Et il y a une question donc de formulation et pourquoi c'est important. Je reviens à l'exemple que j'avais donné tout à l'heure et je vais parler de quelques templates en fait sur comment on peut justement très simplement aller collecter du feedback en formulant les choses de façon correcte pour avoir de l'information pertinente. Donc sur l'exemple que je montrais tout à l'heure, la formulation elle n'est pas anodine et en fait sur ce mail qu'on envoie, on a regardé justement ce que faisaient notamment des équipes commerciales, on l'a structuré en réfléchissant un peu. Donc on donne un contexte, on rend la chose personnelle. Donc si vous êtes product manager, c'est toujours très apprécié par un utilisateur qu'on s'intéresse à lui et que quelqu'un de l'équipe produit vienne lui parler et pas uniquement quelqu'un du support ou quelqu'un ou un vendeur par exemple, parce que ça montre que sa voix est prise en compte aussi par le produit. On explique pourquoi on contacte cet utilisateur. Donc là en plus on a le contexte qui est pertinent puisqu'on vient le contacter au bon moment et donc lui se dit je ne suis pas en train d'être spammé mais on me demande une question qui est légitime et pertinente. On met dans un mail un call to action, donc vraiment on l'appelle à donner une réponse. Et en fait, c'est pas anodin parce que ça permet d'améliorer le taux de réponse. On lui montre que son feedback va vraiment servir à quelque chose en étant amical sur la fin du mail. Et donc ça, le fait de travailler en fait sur cette formulation, de travailler sur nos canaux, de travailler sur le quand, ça nous a permis d'augmenter justement nos taux de réponse. Donc là, c'est l'exemple que je citais tout à l'heure. On était à peu près un peu moins de 10% et ça nous a permis par exemple de doubler en fait le taux de réponse qu'on va avoir sur les feedbacks. Sachant qu'on peut faire encore mieux évidemment si on est plus pertinent, si on cible mieux et si on arrive au meilleur moment. Deuxième template qui est important, c'est comment on va collecter du feedback auprès de ses collaborateurs. Là c'est pareil, souvent les gens viennent vous parler de vive voix, vous envoient des mails, vous contactent sur Slack quand vous faites du produit pour vous faire un peu leur doléance. Ce qui marche en général assez bien, c'est d'essayer de structurer ça parce que ça réduit peut-être le volume de feedback, mais au moins ça éduque vos collaborateurs à qu'est-ce que c'est donner du feedback, qu'est-ce que c'est un feedback qui est structuré et qui est utile derrière pour leur produit. Et c'est quand même plus facile d'éduquer ses collaborateurs que ses clients, sur ces sujets-là en tout cas. Et donc mettre en place un template comme ça qui est assez simple, où justement on fait comprendre comment on formule un feedback et ça permet quand on fait du produit derrière d'avoir de l'information pertinente à exploiter pour sa roadmap. Troisième template qui est assez intéressant, je trouve, qui est inspiré de travaux qu'ont fait Sean Ellis et une entreprise qui s'appelle Superhuman. Et ça peut être utilisé dans pas mal de contextes, c'est surtout utile en startup pour tester son market fit, donc à quel point on a une proposition de valeur, un produit qui correspond avec des besoins utilisateurs et à quel type d'utilisateur en fait. Et ces trois questions qui sont très simples. La première question, elle permet de repérer à qui votre produit apporte vraiment de la valeur. Donc les gens qui seront très déçus que votre produit disparaisse, a priori, c'est qu'ils en tirent beaucoup de valeur et que ce sont peut-être vos utilisateurs en fait clés. Et les deux questions suivantes, ça va permettre, donc, à partir en ayant identifié cette cible, quelle est la valeur principale que j'apporte à ces utilisateurs avec mon produit, quelles sont mes fonctionnalités clés. Et une source très importante d'informations, donc surtout quand on est, on va dire, early stage, mais ça peut aussi s'appliquer tout simplement à une fonctionnalité que vous venez de sortir. Voilà, maintenant je vais passer la parole à Estelle. On a vu sur la collecte, donc le quand, le comment, donc à travers quels canaux. Et Estelle va vous parler du qui, donc auprès de qui on va collecter ces feedbacks-là et comment on comprend sa cible. Merci. Oui, effectivement, le dernier élément en fait, de la structuration de votre feedback, ça va être de comprendre qui sont vos utilisateurs et d'où ils parlent, de façon à bien évidemment mieux comprendre leurs besoins, mais aussi pour vous, être en capacité d'identifier s'il s'agit pour vous d'un feedback qui va être pertinent, urgent et à traiter de façon immédiate. Donc pour ça, vous allez utiliser une segmentation utilisateur à choisir selon vos besoins. Donc Valentin en a parlé un petit peu. Vous pouvez utiliser la segmentation marketing, à savoir est-ce que mon utilisateur, c'est un lead qui ne connaît pas encore le service et que je dois séduire? Est-ce que c'est quelqu'un qui au contraire a été récemment onboardé? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient de quitter le service? Vous pouvez aussi utiliser une segmentation comportementale, un peu plus produit, à savoir est-ce que l'utilisateur est actif ou inactif? Est-ce que c'est un utilisateur qui a l'habitude d'utiliser votre service? Est-ce que peut-être il a accompli des actions comme ce que Valentin déclenche?
L'idée, c'est d'essayer de trouver les qualificatifs qui auront le plus de pertinence pour vous. Et vous pouvez aussi utiliser d'autres critères qui peuvent être pertinents, notamment la motivation de l'utilisateur. Puisque, et c'est assez intuitif en fait, votre utilisateur, la perception qu'il va avoir de votre service va vraiment dépendre de son expérience, de son appréciation du service. Ça se voit assez facilement sur, j'en sais rien, des sites d'avis, sur des commentaires qu'on peut vous laisser sur les stores ou même auprès de votre service client. C'est vrai que vos utilisateurs, ils ont quand même une façon de s'exprimer, une façon de mettre en avant certains éléments qui dépend vraiment de s'ils sont satisfaits ou si au contraire, ils sont assez mécontents du service. Et nous, c'est quelque chose qu'on a identifié à un endroit où on s'y attendait pas spécialement, à savoir dans notre produit, chez En Voiture Simone, dans notre application, de façon assez classique, dans le profil, la partie profil des utilisateurs, on leur propose d'évaluer l'application sur les stores. On a vraiment besoin de cette note-là pour nous faire remonter, nous donner de la visibilité. Et quand même, avant qu'ils partent donner leur avis, on vérifie quand même qu'ils ne nous laisseront pas des commentaires trop embêtants pour nous, quoi. Donc on va qualifier s'ils sont satisfaits ou pas. S'ils sont mécontents, on les rebascule en fait soit vers le service client, soit vers un questionnaire de type Typeform. Et on a fait en fait la même chose pour nos clients satisfaits, avec très exactement les mêmes questions pour pouvoir comparer si les retours étaient équivalents. Et alors non seulement ils sont forcément différents sur la satisfaction et l'appréciation, mais aussi sur une question très spécifique de quel type de fonctionnalité vous voudriez voir développée et mise en avant. Sur notre produit, on a des résultats qui sont quand même significativement différents. On ne s'y attendait pas spécialement. Disons que à date, on n'a pas fait grand-chose de ces résultats, mais c'est vraiment quelque chose qu'on garde en tête. Notamment, imaginons deux cas. Un cas où j'ai des problématiques d'acquisition et je veux créer des fonctionnalités pour mes utilisateurs parce que j'ai besoin de convertir. Donc j'ai besoin de séduire des gens qui sont plutôt neutres ou qui ont un avis plutôt positif vis-à-vis de ma marque. Ou dans un autre cas, j'ai plutôt des problématiques de fidélisation et au contraire de récupérer des gens qui ont churné. À ce moment-là, peut-être que mon traitement de l'information et du feedback va être différent et je vais peut-être pas pouvoir traiter l'intégralité du volume de ces données, mais au contraire avoir besoin de segmenter. Donc l'idée derrière tout ça, c'est d'essayer de réfléchir en amont au maximum aux critères dont vous allez avoir besoin. Idéalement, si vous faites de la recherche exploratoire, c'est bien de récupérer tous ces critères-là. Si vous êtes sur une dynamique peut-être plus de répondre à une problématique précise, pensez bien à tous ces critères, à cette segmentation que vous allez pouvoir utiliser de façon à récupérer la meilleure information possible. Et avant de passer à une partie plus opérationnelle de concrètement qu'est-ce que je fais de ces feedbacks, il y a plusieurs questions qu'il faut se poser et la principale, c'est est-ce que je dois écouter tous mes feedbacks utilisateurs ou même tous les feedbacks des gens de mon équipe. Est-ce que je dois prendre hyper premier degré, par exemple, des demandes de fonctionnalités. Et ça, vous allez en rencontrer tout le temps, en fait, au produit. C'est des gens qui ont une idée très, très précise de ce qu'ils veulent. Alors, en B2B, c'est souvent des clients, des utilisateurs. En B2C, ça arrive beaucoup des gens qui ont une sensibilité produit ou alors ont quelques connaissances tech et ont très, très envie de participer avec vous à la solution. C'est pas nécessairement une très bonne idée que de prendre de façon littérale ce retour et de l'implémenter. Pourquoi ? J'aime bien cette citation, qui n'est pas vraiment une citation, c'est plus une légende urbaine. C'est Henry Ford qui aurait dit, s'il avait demandé à ses utilisateurs ce qu'ils voulaient, aurait reçu la réponse de on veut des chevaux qui vont plus vite. Parce qu'à l'époque, les utilisateurs n'étaient pas du tout en capacité d'anticiper ce que pouvait être une voiture et à quel point ça pouvait leur apporter de la valeur. Et c'est vraiment l'idée derrière tout ça, de se dire que vos utilisateurs, ils n'ont aucune idée de ce que peut être la solution la plus pertinente pour eux. Ils peuvent vous parler de vos besoins, de leurs besoins, des frictions qu'ils rencontrent. Ils peuvent, si vous leur faites comparer deux solutions, vous dire oui, celle-ci répond plus à mon problème, mais c'est pas leur job en fait que de vous pondre une solution. Et c'est justement tout le but du produit que de revenir au problème, de prendre ce pas de recul et donc certes d'écouter la communauté, votre communauté d'utilisateurs et votre communauté de clients, mais de prendre ce temps pour justement revenir au cœur du problème et se poser plusieurs questions. Donc effectivement, est-ce que ce retour utilisateur, c'est quelque chose que je peux utiliser concrètement pour résoudre un problème ? Est-ce que c'est pas déjà une solution ? Si c'est une solution, est-ce que j'ai pas un autre moyen de le faire ? Un moyen qui utiliserait peut-être moins de ressources et qui me prendrait moins de temps dans ma roadmap. Autre question, est-ce que ça répond à un besoin utilisateur hyper spécifique de mon client ? Ou est-ce que je peux inclure plusieurs cas d'usage et à ce moment-là maximiser la valeur pour mes utilisateurs ?
Et la question aussi la plus importante, c'est est-ce que ça sert ma vision de produit ? Est-ce que ça s'inscrit dans ma roadmap ? Est-ce que ça sert mes objectifs ? Et ça, c'est quelque chose qu'on peut rapidement perdre de vue. Et le risque, en fait, derrière tout ça, à implémenter de façon trop brute et trop littérale vos retours utilisateurs, c'est de se retrouver avec un produit qui va être un patchwork, une collection de features, et qui va perdre, en fait, la vision d'ensemble, et de se retrouver avec un produit qui n'a plus de cohérence globale. Alors, il y a quand même des endroits où le feedback utilisateur doit être pris au pied de la lettre, et de façon très brute. C'est des cas très spécifiques en fait, d'urgence, notamment un bug technique, une incompréhension, un mauvais design. J'ai mis en ligne une fonctionnalité, puis en fait ça marche pas du tout et mes utilisateurs comprennent pas ce qui se passe. À ce moment-là, c'est pas la peine de surinterpréter le retour, et l'idée c'est vraiment de le traiter dans l'immédiateté. Mais disons que la plupart du temps, il n'y a pas vraiment d'urgence à traiter le feedback utilisateur. Certes, c'est important, mais ce n'est pas urgent. Et ça me permet de prendre le temps, c'est ce que je disais, de prendre ce recul par rapport au retour utilisateur. Notamment parce qu'il y a un travers dans lequel on peut facilement tomber, c'est « Ah mais oui, je sais, j'ai déjà entendu ce truc quelque part » et en fait, il y a plein d'utilisateurs qui me le demandent. Et ça, c'est quelque chose qui arrive souvent quand on est une petite équipe, qu'on n'a pas nécessairement mis en place tout ce process de traitement de feedback utilisateur, c'est de fonctionner un peu au doigt mouillé et de ne pas justement remettre en question le feedback. Et donc, la première chose que vous pouvez faire quand vous avez ce type de retour, c'est de comparer, en fait, de comparer vis-à-vis du volume et de l'ensemble de vos retours utilisateurs pour essayer de vérifier si le retour utilisateur, c'est quelque chose qui, en fait, vient de personnes qui vous contactent pour vous manifester un problème qui arrive souvent, qui est récurrent, mais en fait, pour lequel les gens ne vous contactent pas ou n'osent pas vous contacter. Ou si c'est en fait finalement le signe que il y aura toujours des utilisateurs mécontents qui utiliseront votre service mais qui auront des choses à redire, mais que la plupart des utilisateurs sont relativement satisfaits du service. Et donc pour ça, pour traiter cette question-là, c'est important que de comparer le volume global de feedback pour savoir si effectivement c'est quelque chose c'est un épiphénomène hyper relatif ou si au contraire c'est la majorité de mes retours utilisateurs. Et vous allez aussi voir que l'analyse des feedbacks et intégrer un process de retour utilisateur, ça va vous permettre de voir ces évolutions dans le temps, où je traite un problème que j'identifie comme prioritaire, qui représente une part très très importante de mes retours. Je le traite, il est terminé, les proportions forcément changent, je découvre de nouveaux problèmes utilisateurs et je peux itérer par rapport à ça. Et c'est donc tout ce qu'on va voir dans cette partie qui est, de façon très concrète, quand je reçois des retours utilisateurs, qu'est-ce que je fais ? La première chose à faire, c'est de créer votre base de données qui servira d'outil de centralisation à tous ces retours. Notamment chez En Voiture Simone, et je pense que chez vous aussi, on a des retours utilisateurs qui viennent de partout. Au support client, on a beaucoup de retours écrits, on a aussi pas mal de retours téléphoniques. On a un pôle partenariat qui rencontre souvent des associations étudiantes parce qu'on fait des partenariats donc, avec des BDE, on rencontre aussi des institutionnels, on rencontre des marques. Il y a toute la communauté En Voiture Simone qui manipule le produit, qui a forcément des retours à faire dessus. Comment est-ce que je traite l'intégralité de ces retours ? Je vais être de façon assez bête et méchante, je vais tous les récupérer, tous les centraliser dans un endroit. Et là, c'est un peu à vous de choisir l'outil. Et finalement, peu importe l'outil, l'intérêt, c'est que vous en ayez un. Il y a quand même une question à se poser qui est celle du volume total des retours que vous pouvez avoir à la semaine, au mois. Parce qu'une fois que vous avez commencé à utiliser un outil, c'est quand même assez laborieux d'en changer. Pourquoi la question du volume ? Parce que si vous êtes une petite équipe, une équipe B2B, que vous avez peu de retours, un Excel ou un Airtable qui est un équivalent Excel un peu plus sympa, un peu plus user-friendly,
au départ, ça suffit largement, en fait. Il n'y a pas vraiment besoin de surinterpréter. Quand vous commencez à avoir pas mal de volume, et notamment en B2C, vous commencez à avoir beaucoup de clients, à ce moment-là, un outil de product management, ça peut être intéressant. Alors, Harvester, c'en est un. Il y en a d'autres de type product board. Mais ce genre d'outil-là, ça vous aide en fait à structurer et à automatiser des actions, chose qui commence à être un peu laborieuse si vous faites ça sur Excel et que vous commencez à avoir un gros volume de données. Une fois que vous avez choisi votre outil, c'est pas fini. Il faut que vous construisiez votre base de données. Alors ça peut être de façon manuelle, ça peut être de façon automatisée. L'idée, c'est de créer différentes catégories pour justement qualifier vos retours utilisateurs. Alors ça, c'est une capture intercom, c'est pas ce qu'on utilise. Mais dans l'idée, il faut arriver à pouvoir recontacter l'utilisateur qui vous contacte. Donc utiliser un email, un identifiant utilisateur, le verbatim du retour, tout ce qu'on a vu en fait en termes de segmentation, c'est-à-dire des qualificatifs pour vous aider à identifier ce retour, identifier également quelle partie du produit ça concerne, et une date, des canaux, tout ce qui pourra qualifier en fait le retour et vous aider dans votre traitement de la donnée. Une fois que vous avez fait ça, il y a une partie qui est un peu laborieuse au début, si c'est la première fois que vous le faites, c'est de justement catégoriser les feedbacks. Et donc, il va falloir le faire de façon manuelle au départ. Donc vous créez des grandes catégories. Chez En Voiture Simone, on utilise les thématiques du produit en fait. Pour pouvoir repérer les points où vraiment on a des axes d'amélioration. Mais ça peut être le cycle de vie utilisateur, ça peut être le type de retour, est-ce que c'est une feature request, est-ce que c'est un bug. Et surtout, il va falloir que vous problématisiez en fait ces retours et que vous identifiez le dénominateur commun. Il va falloir m'aider parce que le programme va s'arrêter. Oh rien, c'était sur la télé. Du coup, l'idée, c'est de reprendre vos retours utilisateurs pour les problématiser. Pour essayer de reformuler en fait, la question sous-jacente à ces problèmes. Je parle de problèmes et je n'arrête pas de répéter ça, mais c'est très très important de ne pas tout de suite commencer à penser solution pour rester encore à ce stade sur le besoin utilisateur et sur ce qui pêche en fait dans votre produit. Donc l'idée, c'est de reformuler au maximum comme si c'était une personne qui parlait. En tant qu'utilisateur, je cherche telle information, j'ai besoin d'accomplir telle action, je ne comprends pas tel élément. Et au fur et à mesure en fait, que vous descendez toutes vos entrées, vous allez voir que la labellisation des champs change parce que en fait, vous allez avoir un nouvel éclairage sur un problème. Et puis, vous allez continuer comme ça jusqu'à ce que la formulation soit assez satisfaisante, assez spécifique pour inclure le retour utilisateur, mais assez générique quand même pour pouvoir avoir une vue d'ensemble sur la problématique. Et une fois que vous avez repassé l'intégralité de votre base de données, vous pouvez commencer à jouer avec et donc à calculer le nombre de retours que vous avez, la popularité, et à ordonner les résultats, de préférence de façon automatique, parce que vous avez déjà bien travaillé. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous allez pouvoir utiliser ces retours utilisateurs dans votre roadmap. À savoir que bien sûr, une roadmap produit, c'est pas seulement la somme de vos besoins utilisateurs, c'est aussi des impératifs business, c'est aussi des contraintes techniques. Mais au moins, avec ce type d'approche, vous allez avoir, j'en sais rien, un top 5, un top 10, des choses que je dois traiter qui sont urgentes pour mes utilisateurs, pour pouvoir nourrir votre roadmap. Et à ce stade, alors à ce moment-là, une fois que vous avez commencé à prioriser ces retours, ça commence à être le moment non pas de sauter tout de suite sur la solution, mais déjà d'envisager un type d'approche. Comment est-ce que vous allez pouvoir le traiter opérationnellement ? C'est-à-dire, est-ce que le retour utilisateur que j'ai identifié, c'est quelque chose qui n'existe pas chez moi ? Est-ce que c'est quelque chose qui va nécessiter une grosse feature ? Il va falloir que je passe du temps à faire de la recherche utilisateur, à qualifier mon besoin, à dessiner une solution ? Est-ce que au contraire, c'est, j'en sais rien, un bug, quelque chose que je peux résoudre facilement ? Est-ce que c'est une opportunité, quelque chose que l'utilisateur comprend pas, auquel cas j'itère facilement. Déjà, ça vous donne des grosses catégories et des champs d'action sur lesquels vous allez pouvoir jouer et vous allez pouvoir utiliser ça dans l'organisation de votre roadmap. Pourquoi je dis ça ? Parce que chez En Voiture Simone, récemment, on a revu un peu la façon dont on faisait une roadmap, même si c'est pas l'objet du meet-up.
On avait une roadmap hyper générique où on mettait un peu tout et n'importe quoi. Et on a commencé à diviser en fait une roadmap principale avec des grosses briques fonctionnelles qui nous occupent plusieurs sprints, qui demandent beaucoup d'énergie au produit. Et on a également pris le parti d'avoir une roadmap avec des itérations beaucoup plus courtes. Vraiment des quick fix, des choses sur lesquelles on peut agir rapidement et qui sont plus à l'échelle du sprint. Et ça nous a permis beaucoup d'avancer. Et là-dessus, on a énormément utilisé les feedbacks utilisateurs pour justement qualifier les priorités, être en capacité de prendre des actions dessus et de se dire ok, est-ce que c'est un gros chantier ou est-ce que je peux rapidement itérer. Là-dessus, si ça vous intéresse, le sujet de la roadmap, je vous invite à lire le post médium de Mathieu Renaud, qui est le Head of Product de chez Brigade et qui détaille tout ça très bien sur comment est-ce qu'ils construisent le produit chez Brigade et comment est-ce qu'ils utilisent les retours utilisateurs, notamment pour nourrir la roadmap. Mais je vais rendre la parole à Valentin qui va vous expliquer comment est-ce qu'on referme cette boucle de feedback. Donc la dernière étape, une fois qu'on a fait tout ça, c'est-à-dire le feedback qui arrive, qui est centralisé, organisé et qui est dans la roadmap, c'est comment on va fermer la boucle avec l'utilisateur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire éviter ce qu'on pourrait appeler le trou noir du feedback. C'est-à-dire que vous avez des utilisateurs qui vous envoient des retours, donc qui font l'effort quand même assez sympathique de prendre du temps pour vous faire des retours, pour exprimer un problème, et qui derrière n'entendent plus jamais parler du feedback qu'ils ont fait. C'est assez terrible, je pense, en termes d'expérience utilisateur, et au contraire, le fait d'assurer justement le suivi est très bénéfique. Ça, c'est un exemple d'une entreprise qui s'appelle Zapier, et en fait, Zapier, donc c'est une application qui vous permet de connecter différents outils ensemble, et quand vous allez envoyer un retour à Zapier, ce que j'ai fait dans mon cas, Zapier en fait donc ça passe par leur service client. Donc déjà la première chose c'est qu'ils reviennent vers vous pour vous dire ok, on l'a reçu, ça a été remonté vers le produit, mais ils ne s'arrêtent pas là parce que là on voit que ce qu'ils me disent c'est que ça a été remonté vers le produit, que le problème est déjà identifié, donc il revient sur le problème que j'ai fait remonter, que c'est un problème effectivement qui est important et qui a priori est prioritaire. Et rien que de faire ça en fait qui peut paraître assez élémentaire, c'est très important et c'est le début de ce qu'on peut appeler la fin de la feedback loop. C'est-à-dire dire à l'utilisateur ton feedback il sert à quelque chose, il est dans la roadmap, c'est déjà un sujet important, c'est prioritaire. Et la façon de le faire, c'est ça, c'est-à-dire dire à l'utilisateur où va son feedback et ce qu'il devient par la suite. Après ça, il y a tout le suivi, donc toutes les étapes dont a parlé Estelle, ça va dans la roadmap, c'est priorisé ou pas. Et un jour, la fonctionnalité peut-être va sortir. Et là aussi, c'est très important de revenir vers l'utilisateur. Pourquoi ? Parce que l'exemple un peu canonique en la matière, c'est Captain Train, qui a été racheté par Trainline depuis, mais qui, à l'époque, venait concurrencer la SNCF sur justement l'expérience client et le service client. Et une des choses qui les distinguait, c'est qu'ils étaient très proactifs sur les feedbacks utilisateurs. Ils développaient beaucoup de choses justement grâce au feedback qu'ils collectaient auprès des utilisateurs. Et surtout, ils étaient capables de revenir vers chacun de ces utilisateurs, ici sur Twitter, des mois, même des années après, pour leur dire votre voix a été entendue, vos feedbacks ont servi à quelque chose, on a développé la fonctionnalité dont vous aviez besoin. Et on voit que en termes d'expérience client, en termes d'image de marque, ça a un impact qui est énorme et qui dépasse du coup le produit, parce que c'est l'entreprise et l'image de l'entreprise dans son ensemble qui rayonne à travers ça. Donc la boucle de feedback, la fin de cette boucle, c'est quoi ? C'est j'ai un feedback qui arrive au support, peu importe, en tout cas, c'est apporter une réponse, dire ça a été pris en compte. Idéalement, dans un second temps, c'est apporter une information sur la décision, parce que sinon, l'utilisateur ne va pas vous croire. Si vous lui dites simplement que ça a été pris en compte par le produit, mais qu'il n'entend rien derrière, c'est à peu près le même effet. Donc idéalement, c'est si on est capable d'apporter une réponse directement, et ça c'est important pour ça d'avoir ce système où vous savez où sont les éléments dans la roadmap et où sont les feedbacks. Ça vous permet de dire voilà où c'est dans la roadmap, c'est prioritaire, c'est pas prioritaire, mais déjà ça permet d'apporter une réponse à l'utilisateur. Et la dernière étape, c'est si effectivement vous développez la fonctionnalité, être capable de revenir vers l'utilisateur pour lui annoncer la bonne nouvelle.
et lui montrer qu'il a été entendu. Et donc ça a plein d'impacts qui dépassent le produit. Au niveau du produit, c'est si je montre aux utilisateurs que je les écoute, c'est forcément avoir plus de feedback, parce qu'un utilisateur qui vous parle et qui n'a jamais de retour sera susceptible de plus jamais vous parler, en tout cas vous faire de feedback. Ça permet aussi derrière d'engager du coup ces utilisateurs en continu pour avoir plus de feedback de leur part, pour avoir du feedback notamment quand vous sortez la fonctionnalité qui les intéresse. Côté support, ça a l'avantage d'améliorer la satisfaction client, ce qui est aussi un des objectifs du service client en général, de se différencier du coup par cette approche-là, donc de différencier l'expérience client et le service qu'on fournit en fermant la boucle. Et sur l'aspect vente et marketing, donc par exemple en B2B, c'est aussi très utile si vous êtes capable par exemple de revenir vers une entreprise avec qui vous étiez en discussion, même 6 mois, 12 mois après, pour lui dire la demande que tu nous avais faite ou la fonctionnalité qui manquait à l'époque, ça y est, elle est là. Est-ce qu'on peut reprendre la discussion? Et ça permet éventuellement de récupérer une opportunité business derrière. Voilà, donc pour résumer ce dont on a parlé et quelles sont les briques clés de la feedback loop, donc systématiser la collecte à travers les différents canaux et en étant pertinent sur qui on contacte, à quel moment on les contacte. Construire à partir de ça une base de connaissances sur ces feedbacks utilisateurs qui est bien organisée et qui va servir derrière à ramener la voix du client justement dans la roadmap, à la prioriser aussi de la bonne façon. Et la dernière étape qui est refermer la boucle du feedback en revenant vers le client et en tout cas en les informant sur ce que deviennent les retours qu'il nous envoie. Je finirai sur cette phrase qui résume un peu aussi l'importance de la feedback loop et en insistant sur le fait que ça ne sert à rien de passer du temps à travailler ou à développer des choses dont personne ne veut. Voilà, merci et on sera ravis de répondre à vos questions si vous en avez. Ouais. Moi, j'étais une utilisatrice de Product Board avant. Et en fait, la difficulté qu'on avait, c'est qu'on avait fait des catégorisations dont tu parlais, Estelle, pour regrouper les retours clients. Et après, moi, j'étais la principale qui rédigeait un peu les intitulés de chaque remontée. Et dès que j'étais pas là ou quoi que ce soit, je me rendais compte que pour les autres, c'était hyper difficile de pouvoir retrouver facilement s'il y avait une nouvelle remontée qui était en lien avec une feature que j'avais déjà créée, de pouvoir facilement la regrouper parce que c'était pas eux qui l'avaient formulée, donc ils n'avaient pas forcément compris qu'il y avait un lien. Comment vous faites pour automatiser ça, pour rendre le travail facile en équipe sur un même outil pour agréger le plus de remontées possible pour pouvoir prioriser en fonction de la récurrence facilement? C'est un gros sujet, je pense, qui est lié à toute base de connaissances, c'est-à-dire comment tu fais pour que la base de connaissances, elle parle à tout le monde et qu'elle soit organisée de façon à ce que tout le monde la retrouve. Donc ce que disait Estelle, par exemple, c'est ce qu'on fait nous aussi, c'est avoir de base une catégorisation et une organisation qui parle à tout le monde. Donc des premières briques qui, par exemple, sont les grosses briques fonctionnelles de ton produit, donc qui va être le premier niveau d'organisation, et qui permet à une personne qui, même si c'est pas elle qui l'a mise en place, donc si j'ai un retour nouveau sur un sujet en particulier, de me dire tiens, ça concerne déjà telle brique, alors je vais regarder dans cette catégorie, et donc dans cette catégorie ensuite je vais effectivement devoir chercher ce qui correspond bien à ce que je recherche. Mais c'est l'intérêt aussi d'avoir une base de connaissances qui est bien construite, dans laquelle je peux ensuite éventuellement chercher à travers une barre de recherche par exemple, ce que tu peux avoir dans certains outils. Après, l'automatiser, tu peux mettre en place aussi, si tu utilises un outil, tu peux mettre en place éventuellement des règles qui permettent d'automatiser la catégorisation, mais sur des mots-clés par exemple. Mais l'automatiser totalement, c'est compliqué. Moi, je ne vais pas nécessairement aller dans le sens de l'automatisation. En revanche, quelque chose où je trouve que ça a beaucoup de valeur, c'est de parler en fait et de former les gens qui utilisent l'outil. C'est-à-dire effectivement une catégorisation pertinente qui semble un peu intuitive sur les grandes catégories et ensuite au maximum en fait discuter avec les gens. Alors ça c'est très, très bon enfant comme approche, mais nous on a mis en place chez En Voiture Simone un process, une réunion qui n'est pas spécialement régulière, mais où on va discuter autour de Harvester. Notamment parce que donc Harvester c'est utilisé beaucoup par des gens du service client qui reçoivent des retours toute la journée, qui quand elles identifient un retour pertinent le balancent au produit via cet outil-là.
Et le truc, c'est que les agents du service client ne sont pas nécessairement formés à ce qu'est un bug, ce qu'est une feature, ce qu'est une demande d'information marketing. Donc régulièrement, en fait, on fait la repasse sur l'intégralité des retours que j'ai pas compris parce que je les ai mis de côté. Et donc là-dessus, il y a les personnes du produit, éventuellement il y a des personnes de la tech qui peuvent faire des retours un peu plus qualifiés. Et il y a toutes ces personnes du service client qui utilisent l'outil au quotidien. Et c'est dans ces moments-là, en fait, qu'on reparle de la catégorisation, que je montre l'outil, que j'explique exactement à quoi ça sert et pourquoi est-ce qu'on le fait. Ça arrive pas souvent, c'est une fois tous les mois et tous les 2 mois. Mais globalement, à partir du moment où on a commencé à faire ça, les retours étaient plus qualifiés déjà de la part des gens qui utilisaient cet outil. Et aussi, je pense que ça a de la valeur pour le produit, de bien comprendre l'usage et de bien comprendre les différentes catégories et les problèmes qui sont remontés par le support client. Oui. Et comment vous faites pour gérer les feedbacks utilisateurs qui ne vont pas être pris en compte pour telle ou telle raison? Parce que là, quand on entend, tu disais, je récolte mon feedback, j'y réponds, je dis que je le priorise, mais comment on fait dans le cas où en fait ça va pas être priorisé en fait? Alors, je pense que là, et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément fait pendant la présentation, mais il faut distinguer peut-être le cas B2B et B2C. C'est toujours plus dur d'annoncer à un client B2B que ça ne va pas être fait qu'à un client B2C. Encore plus dur quand derrière, potentiellement, c'est un gros client. Mais après, nous, en tout cas, dans notre cas, on essaye d'être assez transparent sur le sujet et justement d'apporter rapidement cette réponse-là. Et d'expliquer en fait pourquoi, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire non, on ne va pas le faire. Ce qu'on essaye de faire, c'est de dire on ne va pas le faire parce que, ou on ne va pas le faire tout de suite parce que c'est pas prioritaire, parce qu'on est en train de faire ça, ça et ça, par exemple. Ou on ne va pas le faire tout simplement parce que ça ne correspond pas du tout à la vision qu'on a du produit dont parlait par exemple Estelle. Et avoir ce discours en fait qui est honnête et transparent, je pense que c'est plus bénéfique qu'autre chose, même si c'est jamais facile de dire non, parce que derrière déjà le client ou l'utilisateur préfère forcément qu'on soit transparent avec lui plutôt que tu lui dises ouais peut-être ça va se faire et finalement on ne le fait pas. Et en même temps ça l'éduque aussi, ça lui fait comprendre en fait quelle est la vision de ton produit, comment tu prends tes décisions. Et je pense que la transparence et surtout l'éducation et expliquer, c'est assez bénéfique. Je sais pas si tu... J'ai pas grand-chose à ajouter là-dessus, je suis d'accord. Moi, c'est plutôt pour te répondre à toi qui me posé la question, juste pour rebondir là-dessus. La culture du non, moi je suis en B2B en tout cas, et pendant très longtemps, on a dit oui à tout. Donc les demandes venaient par le service client, on a dit oui à tout, et on s'est retrouvé avec une accumulation de petits trucs à faire qui parfois n'ont pas de valeur, et ça génère beaucoup. Donc maintenant on commence à dire non, mais on se rend compte que ça génère beaucoup plus de frustration quand tu as dit oui et que finalement c'est jamais fait, que lorsque tu dis non d'entrée parce que tu as d'autres priorités, ou que tu annonces d'entrée qu'on pourra en reparler dans un an ou deux, par exemple, selon après la durée de ta roadmap. Ouais, ça m'étonne pas. Mais ce truc de, je suis d'accord avec ce que tu disais, de transparence, ça fait toujours un peu peur au début, parce que notamment en B2B, comme ton client il paye pour que tu développes des solutions pour lui, mais c'est mieux que de toujours dire oui. Après c'est vrai que ça dépend du contexte, tu peux être en B2B, avoir des clients énormes, quand lui il vient et il te dit il me faut ça et qu'il représente 90% de ton chiffre d'affaires, c'est difficile de dire non donc ça dépend du contexte forcément, mais globalement je pense que le fait d'être transparent, d'expliquer les choix c'est mieux, et ça permet aussi de réfléchir, ça implique que tu réfléchisses au début sur ta vision, tes objectifs, ta roadmap, et à prendre des choix finalement assez forts qui sont plus bénéfiques qu'autre chose, plutôt que de dire oui peut-être. Au final c'est quelque chose qu'en B2C on va au contraire pas spécialement faire. On va être transparent au maximum sur le fait qu'on traite le problème et qu'on va le traiter. Mais c'est vrai qu'un utilisateur, il n'a pas cette connaissance-là et cette vision-là produit. Donc ça ne l'intéresse pas d'avoir une priorisation de la roadmap. Très honnêtement, il a juste envie qu'on traite l'urgence. Donc ce n'est pas spécialement des problématiques qu'on rencontre au final chez nous. D'autres questions? Oui. Tu parlais tout à l'heure de vos deux roadmaps, une un peu quick win et une plus stratégie long terme.
est-ce que vous avez une part fixe un peu de la roadmap destinée aux améliorations de l'expérience client ou en fait c'est au... quel est le pourcentage entre amélioration de l'expérience client et stratégie plus définie un peu plus... Ouais, ça, on va plutôt le voir dans les sprints, dans la répartition des tâches qui sont allouées à des grosses features versus des améliorations. Et là-dessus, j'ai pas vraiment de répartition dans le sens où ça va se jouer à la fois à l'échelle du sprint et aussi quand même dans la définition de la roadmap, là notamment parce que dans la roadmap stratégique, on a inclus un long moment où on allait faire justement ces améliorations-là aussi globales. Notamment parce qu'on a sorti dernièrement pas mal de choses, une nouvelle offre, des nouvelles fonctionnalités. Et donc là, on est plus sur un temps d'un mois ou deux où on repasse un peu partout et on fait des vérifications. Donc on n'a pas encore statué sur vraiment un pourcentage et une répartition, mais c'est, je pense, quelque chose qu'on va faire parce qu'à l'échelle du sprint, ça commence à devenir un peu une nécessité. Nous pour le coup, on le fait et on le fait parce que la répartition, en gros, c'est quand on priorise la roadmap, par exemple au quarter ou à l'année, on va se dire, on va essayer de faire 50%, enfin ça peut changer, mais en gros, c'est 50% de gros projets de, disons, roadmap qui sont pas forcément des choses qui viennent des retours un peu quotidiens. Et après, on essaie de répartir entre vraiment des besoins exprimés par les utilisateurs, à peu près 20%, disons. 20% de ce qu'on pourrait dire en anglais usability, donc c'est des choses qui sont pas forcément critiques, mais qui améliorent l'expérience, quoi. Et le reste qui est de la performance ou du bug. Et en fait, on a vu que c'était intéressant de mettre ça en place parce que ça permet d'avoir une priorisation où tu n'es pas uniquement dans l'opérationnel, donc je fais que des choses, que des feature requests par exemple, des quick wins ou autres. J'arrive aussi à garder la distance et à me dire il faut que je passe du temps à travailler sur des gros projets qui sont stratégiques, qui peut-être sont plus frustrants parce que ça prend 3 mois ou plus à sortir, mais au moins c'est un truc qui va avoir beaucoup plus d'impact. Oui, c'est important dans l'idée, je pense, d'avoir une sorte d'objectif parce qu'il est évident que c'est quand même compliqué de tenir des répartitions qu'on s'impose, notamment sur la question du bug où on ne sait jamais combien de temps ça va prendre. Mais c'est vrai que se donner un objectif, c'est quand même, ça permet d'avoir une vision là-dessus, quoi. Et de s'imposer justement à ne pas tomber dans le travers soit du sprint où ça va être que de la résolution de bugs ou soit de la key feature parce qu'on a les yeux plus gros que le ventre et on a envie de faire un truc super léché, soit au contraire de trop de petites améliorations qui perdent du focus, quoi. Mais malheureusement, ça se passe jamais comme prévu. Donc, Voilà. Ouais. Comment vous faites en sorte pour engager les équipes opérationnelles justement à faire des retours, parce que c'est jamais simple, on peut jamais tout le temps prioriser leur retour, et pour autant si on ne priorise pas leur retour, en fait ils vont sentir qu'ils n'ont pas d'impact ou que... Ouais, engager les équipes. Nous, on le fait, déjà, on discute beaucoup. On se fait quand même des points toutes les semaines avec les deux bouts de la marketplace, donc les personnes qui s'occupent du service client, donc la responsable du service client et les responsables des enseignants, où justement on va dialoguer, notamment récupérer de l'information et du feedback, parce que le service client, donc à destination des élèves, récupère plein de feedback et nous les transmet. Mais c'est vrai que sur la partie enseignant, on n'a pas encore ce système de gestion des retours et c'est beaucoup plus à l'oral, donc c'est à l'occasion de ces points-là. Et justement, la façon dont on continue à engager les gens, c'est cette double roadmap. Notamment parce que quand je sais que je ne vais pas pouvoir prioriser une fonctionnalité, notamment pour un pôle, je vais toujours pouvoir continuer à faire des itérations et à améliorer le produit et à leur donner un peu d'air, soit que ce soit des fonctionnalités à destination du pôle, soit aussi parce qu'on crée pas mal d'outils en interne, et là-dessus aussi il y a des cartes à jouer, je pense. Donc dialogue et des itérations continues. Et avoir éventuellement des gens qui sont issus de ces fonctions dans des meetings produits, des meetings de priorisation où tu prends les décisions et les engager en fait dans ces décisions-là, quoi. À la fois dans la phase effectivement de réflexion,
de remontée de feedback, et aussi quand tu prends des décisions, d'avoir, je sais pas, si tu es en B2B, celui qui représente les commerciaux, si quelqu'un qui représente le support et qui est là avec le produit pour apporter sa voix aussi et apporter ce qu'il a à dire sur les décisions du produit, même si après de toute façon c'est quand même le produit qui décide. Ouais. Du coup, moi j'ai une petite question. Qu'est-ce que vous pensez des systèmes de voting roadmap et est-ce que c'est un bon moyen de fermer la boucle, comme tu disais tout à l'heure? Nous, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on a justement quelque part dans notre roadmap. Pour l'instant, on n'est pas hyper convaincu de l'intérêt que ça a pour le produit. Ou alors, si tu es vraiment une très très grosse structure et du coup que tu as beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de volume, auquel cas tu vas avoir une information qui sera pertinente. Parce que le risque, c'est que tu mettes ça en place ou qu'au final, tu aies relativement peu de votes, parce que ça veut dire il faut trouver un système suffisamment engageant pour que les gens aillent quelque part, votent. Et donc ça, déjà, c'est un premier challenge. Et après, qu'est-ce que tu fais la question, c'est qu'est-ce que tu fais de ces votes-là? Est-ce que c'est ça qui doit dicter le produit? Parce que là, pour le coup, tu mets ça de façon transparente auprès de tes utilisateurs qui vont se dire, ça, c'est numéro 1, pourquoi est-ce que vous ne le faites pas, quoi? Et donc là, tu dois expliquer que ce n'est pas uniquement les nombres de votes qui dictent la roadmap, ou alors tu décides que c'est ça, et à ce moment-là, très, très bien. Mais en fait, moi, je vois ça surtout comme un outil marketing qui permet de dire on est transparent sur la roadmap, on vous laisse effectivement donner des idées, on vous laisse voter, on en tient compte, mais après, il faut aussi expliquer pourquoi ça, on ne le fait pas, et éventuellement gérer les attentes que ça peut créer. Ouais, alors chez nous, la question s'est jamais posée, mais effectivement, j'insiste sur la question du volume et de l'effet hyper déceptif si personne participe. Nous, on a fait récemment quelque chose d'un peu hybride, qui est le fait de directement poser la question de quelles fonctionnalités vous voudriez voir sur le site, notamment parce qu'on a lancé une nouvelle offre où avant on avait un code de la route qui était payant, les gens s'inscrivaient pour apprendre à passer le code, et on a fait 2 offres. On a fait une offre totalement gratuite où tous les contenus sont accessibles, c'est vraiment une philosophie freemium, et on a des fonctionnalités premium qui justifient justement que les gens s'engagent et payent, et donc on les a fait voter sans vraiment qu'ils le sachent pour ces fonctionnalités-là. Donc vraiment des questionnaires assez basiques qui répondent à peu près à ces problématiques-là, pour savoir ce qui était le plus engageant et ce qu'on allait prioriser d'un point de vue marketing pour des problématiques d'acquisition. Justement, c'est par exemple les surveys dont tu parles là, c'est quelque chose que vous poussiez de manière un peu en mode campagne, ou c'était à des moments de l'expérience Un peu des deux. On fait beaucoup de campagnes, notamment parce que on a souvent des problématiques très très concrètes. Par exemple de churn, ou pas nécessairement de churn, mais un peu les mêmes problématiques, ou des problématiques d'acquisition. Donc quand on a défini un sujet comme ça, effectivement on va faire du sondage. Au début on envoyait des incentives aussi avec, et puis on a une communauté qui réagit assez bien, donc on s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin de le faire, donc on arrête de payer les gens pour leur faire des sondages. Mais aussi, on en a placé à certains endroits du produit. Alors, il y en a des moments où ça marche. Donc, je parlais tout à l'heure du fameux questionnaire de qualification, de satisfaction pour récupérer du feedback. On en a aussi glissé à des moments où... par exemple, nos utilisateurs ont réalisé XX leçons, et donc il y a une petite carte qui apparaît à un moment dans l'endroit du produit puis qui disparaît s'il n'y répond jamais. Ça n'a pas marché, mais on réessayera peut-être d'une autre façon. Donc on tente un peu des choses, mais à certains endroits, quand on arrive à bien le faire, les gens réagissent quand on glisse dans le produit, et ça peut avoir de la valeur. La plupart du temps, c'est plutôt en campagne. Oui, nous c'est parce qu'on a une problématique précise et on veut une réponse aussi précise. Mais sinon, ce sera plus de l'exploratoire, en fait, si tu le glisses dans le produit. D'autres questions? Oui. Lors de la phase justement de la collecte un peu de tous les besoins, de l'évolution qu'il peut y avoir, comme après il y a l'étape de labellisation aussi, donc de ranger tout ça dans des user stories. Est-ce que vous avez tendance plutôt à
vous labellisez pour étude de faisabilité plus tard, ou est-ce que d'abord on se prononce sur la faisabilité avant de labelliser? Non, tu veux dire quoi par labelliser? Enfin, Labelliser, c'est-à-dire le ranger dans une catégorie, quoi. Donc de catégoriser la demande d'évolution. Toi, tu parlais tout à l'heure que vous catégorisez par les grandes catégories de votre feature. Nous, on le fait par des user stories, donc qui correspondent aussi après aux features. Et je pose cette question-là parce que je perds pas mal de temps à essayer d'abord de comprendre bien le besoin, et après, et du coup, je le classe plus tard. Je me demande si du coup, je devrais pas d'abord tout classer, et à un moment, quand il y en a un certain volume ou quoi, faire plus cette étude de qu'est-ce qu'on fait pas, ou est-ce qu'il faut plutôt le faire dans l'autre sens? Moi je le fais dans le sens où moi je le fais dans le sens où je range, parce que le but de vraiment centraliser tous ces retours à un endroit, c'est de pouvoir les retrouver le jour où tu en as besoin. Et du coup, oui, il est probable que la plupart de tes retours, en fait, tu n'en aies pas besoin, ou tu puisses pas les traiter immédiatement parce que tu n'as pas les ressources, parce que c'est pas sur ta roadmap. Et du coup, tout l'intérêt, c'est de les ranger pour savoir où les retrouver plus tard, le jour où tu vas prioriser une fonctionnalité ou une problématique. À ce moment-là, tu sais que tous tes retours sont rangés à cet endroit-là. Mais c'est plutôt comme ça que je l'utilise. Après, je passe Après, ouais, je pense pas que ce soit du temps perdu à se poser la question. Enfin, ça dépend à quel moment en fait tu veux le faire, quoi. Mais on parlait justement de problèmes. Je pense que c'est assez bénéfique de se prendre justement régulièrement un moment pour voir les nouvelles problématiques qui sont arrivées, et vraiment réfléchir à ça, et à prendre le temps de réfléchir à chacune de ces problématiques-là, à commencer du coup à écrire potentiellement des user stories, à essayer de trouver un contexte autour, à essayer éventuellement de lier à d'autres problèmes. Et après, est-ce que tu le catégorises avant ou après? Le truc, c'est que oui, la catégorisation du coup peut changer si tu comprends plus le problème que quand il est arrivé au départ. Mais ouais, globalement, je pense que c'est pas du temps perdu d'essayer de réfléchir au problème dès le départ, et après éventuellement de le catégoriser. D'autres questions? Si vous n'avez pas d'autres questions, juste un petit service qu'on va vous demander. On s'applique ce qu'on recommande à nous-mêmes. Si vous allez sur ce lien qui est très simple, un lien bit.ly, bit.ly/guise02, vous aurez un questionnaire très rapide pour justement nous donner des feedbacks sur cette présentation, et qu'on puisse savoir ce qu'on peut améliorer par la suite. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Merci.